C'est maintenant Guy Rimbaud de Angers qui va nous parler de cette technique de l'aiguille qui a déjà été évoquée par tout le monde. Et tout le monde aimerait bien savoir ce que ça devient. Je sais pas, oui. Comme ça. Très bien. Vous avez une flèche? Rimbaud, là, ça. D'accord. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, honorable Assemblée, Angers, douceur angevine, mais aussi beaucoup de maladies du huître. Est-ce nos ancêtres, les Vikings, qui se seraient mélangés avec les Gaulois? Toujours est-il que, après cet historique que je vais vous montrer et qui a déjà été largement évoqué par mes prédécesseurs, je voudrais simplement vous rappeler le fasciotome qui a été décrit dans le JBJS en 1959 par le docteur Lutz et qui montrait l'ingéniosité déjà pour réussir ces fasciotomies. Et puis toute cette épopée britannique, Colville, Bryan et Dutty, qui en fait est liée aux listes d'attente des Anglais. Alors là, ça a beaucoup prospéré. On s'est aperçu que finalement, la fasciotomie qu'il faisait avec la lame ou un fasciotome amélioré, eh bien, était quand même une solution pour réduire les listes d'attente. Et puis, il y avait cette école de Lariboisière, avec en particulier ces injections de corticoïdes qui se faisaient dans le service de M. De Sèze. Et ces injections de corticoïdes, finalement, ne marchaient pas très bien. On sait qu'aujourd'hui, l'incision de corticoïdes seule ne va pas donner de grand effet. Puis, il y a des gens qui ont un petit peu prospéré. De l'injection, ils ont cassé les brides. Et finalement, je dirais, cette grande envolée médiatique, c'est l'Hermusio en 80, et puis repris par Badois lorsque l'on va commencer un petit peu à coter ces résultats. Et c'est dans ce contexte où à la fois Angers connaissait le TGV et un peu cette évaporation de patients qui étaient tout à fait satisfaits d'aller voir les rhumatologues parisiens que nous sommes un petit peu intéressés à cette technique. On est dans les années 94, à l'occasion d'une réunion du groupe de chirurgie de la main à Reims, François Schenberg, président, nous parle de cette technique qu'il faisait déjà depuis un certain temps. Et puis après, c'est la publication de Rémi Bleton avec Jean-Yves Alneau, et on parle un petit peu de façon confidentielle. Caroline Leclerc fait également une enquête au niveau des chirurgiens du GEM, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de publications. Et puis l'incontournable Guy Fouché en chirurgie de la main va à la fois publier dans un coin de neuf en 98 en chirurgie de la main dans un article assez célèbre de chirurgie plastique, et puis surtout cette première publication en 2001 qu'il reprend après en langue anglaise en 2003. Eh bien, c'est dans cette atmosphère que nous-mêmes commençons vraiment dans les années 94 cette technique. Nous avons demandé à notre ami Michel Lebourg de Rennes d'évaluer nos résultats. Et lorsque nous lui avons confié ce travail, nous n'étions pas du tout convaincus que la Dupuytren à l'aiguille était une solution qui pouvait être vraiment intéressante pour les patients à long terme. Et donc, on a fait cette étude, observateur neutre. Il a pris tous les patients qui avaient plus de 5 ans. Il est resté régulièrement dans le service pendant 2 mois. Et il a regardé les résultats objectifs, complications, récidives, gains d'extension, bien évidemment. Et puis également quelque chose qui pourrait expliquer la médiatisation et le succès dans le domaine public, qui étaient les résultats subjectifs. Est-ce que finalement les patients sont satisfaits et pourquoi sont-ils satisfaits? Et puis à partir du moment où on manipule les statistiques dans tous les sens, eh bien essayer de voir s'il y avait des critères qui influencent les résultats. Et c'est ainsi que mon propos va, je dirais, être initié par, je dirais, cette publication qui avait été faite au GEM, et matériel et méthode. On avait 93 patients avec Sensimain, il y en avait déjà 5 qui étaient décédés à 5 ans. Et puis vous avez 2 groupes, ceux
qui vont, je dirais, donner une statistique, je dirais, une cohorte parfaitement pure de 62 mains, 82 rayons, où le dossier est complètement complet avec des données préopératoires, des données post-opératoires à 5 ans et des patients qui n'avaient pas été repris. Ça, ce sont les critères objectifs. Et parallèlement, nous avons introduit des critères subjectifs qui ont pu être obtenus à la fois par les gens que l'on a examinés, l'observateur neutre a examiné, mais également 20 patients qui n'avaient qu'une seule main traitée par la Dupuytren à l'aiguille, qui ont pu répondre à un certain nombre de questions au téléphone, et il y en a eu 10 de perdu de vue. Ce qui fait quand même, je dirais, 5 ans après, une belle cohorte. Alors quel était notre protocole à cette époque ? Eh bien, d'une part, on se différenciait des rhumatologues par faire cette intervention au bloc opératoire, comme l'avait demandé Schoenberg, préconisé Schoenberg, parce que s'il fallait faire autre chose qu'une Dupuytren à l'aiguille, on savait faire une réelle intervention de Dupuytren, de fasciectomie. Donc une anesthésie en ambulatoire du type médio-ulnaire, parfois complétée par d'autres nerfs, un garrot brachial faiblement gonflé pour que le patient le supporte. Et puis, il y a eu dans notre équipe 3 seniors qui ont alimenté cette cohorte. Et il y avait 2 types de techniques. Il y avait les grosses aiguilles, les 19 gauges, et puis les aiguilles des rhumatologues, les 25 gauges. Et puis, on a fait des aponévrotomies d'abord palmaires, mais également digitales dans cette série. Et systématiquement, j'avais demandé à ce qu'on injecte du Kenacort, c'est-à-dire de la triamcinolone, parce que j'avais lu un certain nombre de papiers d'histologie et on voyait qu'il pouvait peut-être y avoir une petite influence. Et puis on immobilisait systématiquement les patients pendant 1 semaine, on leur laissait en gros le pouce, l'index, voire le majeur, et puis systématiquement on mettait une orthèse dynamique pendant 3 mois, uniquement la nuit. Donc vous voyez que cette technique, elle est un petit peu agressive. Vous voyez, j'ai laissé un petit peu toutes ces banderilles espagnoles, vous montrer que également nous étions audacieux puisque nous allions dans le doigt. Alors voilà, si vous voulez, des résultats à court terme. Vous aviez, si vous voulez, à 1 semaine à la levée de l'immobilisation, une possibilité d'enroulement quasi complète des doigts et une bonne extension, avec donc ce que nous avaient donné les rhumatologues, c'est-à-dire un retour immédiat à l'extension. Voilà un autre exemple, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer, je dirais, à la bride, mais on va avoir des petites effractions cutanées. Ces effractions cutanées ne doivent pas nous inquiéter, elles vont être traitées par un pansement et ça va cicatriser en 10 de jours. Et puis voilà un autre exemple avec, là, si vous voulez, la technique de la fragmentation. C'est une intervention qui se fait encore une fois, je dirais, sous garrot. Personnellement, j'utilise également les loupes pour bien désombiliquer les petites structures. Et puis, on termine par l'injection de Kenacort. Voilà un exemple récent qui est en dehors de la série, qui est un patient que j'ai opéré il y a 3 semaines. Je l'ai vu en octobre, voilà les clichés préopératoires en octobre, et je l'ai vu cette semaine. Le résultat à 3 semaines. Donc, on voit bien que c'est spectaculaire et on comprend pourquoi il y a eu cet engouement à partir du traitement de patients qui étaient assis sur une chaise. Alors, revenons à notre série. Quelles ont été les complications ? Les complications immédiates, les effractions cutanées, on parle de grandes effractions cutanées qui peuvent nécessiter un traitement, comme la mise en place d'une greffe ou de faire un lambeau. Donc, si vous voulez, c'est déjà une chirurgie plus compliquée. On a malheureusement une rupture du fléchisseur profond du 5e doigt. Ça, c'est vraiment le début de l'expérience. Je pense que là, il y avait peut-être une agression. C'est pour nous une faute technique. Par contre, il n'y avait pas d'infection, pas d'algodystrophie. Ça, c'est important qu'il n'y ait pas d'algodystrophie. Et à la révision à 5 ans, l'observatoire neutre avait pour mission de ne pas faire de cadeaux. C'est-à-dire que vraiment, ça a été vu par les yeux d'un chirurgien qui était critique, qui était contre cette technique-là. Eh bien, on a retrouvé des choses banales, l'hypersensibilité au froid, mais quand même avec 4 tests d'haleine qui étaient positifs, c'est-à-dire avec une hypovascularisation digitale. On a eu beaucoup de complications neurologiques, 15 hypos ou anesthésie d'au moins une demi-hémipulpe, mais par contre, on n'a pas eu de déficit de flexion en dehors de ce cas de rupture précédemment cité. Dans les 62 patients qui ont été revus par l'examinateur, des dossiers complets, eh bien, on s'est aperçu qu'à 5 ans, eh bien, il y avait beaucoup de choses dans ces mains, 2 patients qui étaient contents. Des brides, il y en avait beaucoup, parce que vous voyez, 81% sur le 5e rayon, mais également sur un 3e rayon qui semble être un rayon beaucoup plus facile d'accès, eh bien 67%. Et puis surtout, lorsqu'on regarde la main, on retrouve dans un quart des fois des nodules,
et puis surtout des adhérences cutanées, parce qu'en fait, on n'a pas enlevé la maladie, on a coupé les brides et on a laissé la maladie évoluer. Et il y avait, selon les critères de Caroline Leclerc et de M. Tubiana, 100% des patients avaient des signes de récidive de maladie du Dupuytren. Je ne parle même pas de signes d'extension. Il y en avait 100%, donc ils avaient encore tous leur maladie du Dupuytren. Et déjà, si vous voulez, il y avait déjà eu 20 patients qui avaient été repris, ça veut dire 22%. Par contre, au niveau objectif, le gain en extension était quand même intéressant, puisque finalement, ce qu'il faut regarder, c'est surtout les tours en bleu. Eh bien, on arrive pas loin de 45% à 5 ans de conservation d'un gain en extension. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, et c'est ça qu'il faudrait retenir, c'est qu'à 5 ans, les métacarpophalangiennes sont pratiquement pour la moitié, 47,5, encore en extension à 5 ans. Alors que les interphalangiennes proximales ne sont plus qu'à 2%, un seul cas sur 5 ans, pour avoir cette extension. On est 5 ans après ce geste isolé, il n'y a rien eu d'autre qui a été fait. Si on regarde les stades de Tubiana, qui vont de 45 degrés en 45 degrés, on s'aperçoit que quel que soit, je dirais, ce stade, eh bien, on va avoir à peu près presque le même résultat, et qui est un résultat qui va tourner quand même autour de 40-45%. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que finalement, on aurait pu penser que les stades 4 seraient plus difficiles d'accès à un bon résultat à 5 ans. Eh bien, on a pratiquement la même chose que les stades 3, et regardez en proportion, bien évidemment, avec le stade 1, où l'angulation est inférieure à 45 degrés. Mais vous voyez que ça a quand même été une surprise, et ce sont des statistiques qui y parlent. Par contre, au niveau du gain de l'extension avec des patients plus âgés, on voit qu'il y a une tendance, cette courbe qui monte, mais qu'on n'est pas statistiquement, si vous voulez, en corrélation, puisqu'on a un petit p qui est à 0,07. Mais on a une petite tendance. Ça, c'était tous les résultats objectifs que je vous ai montrés. C'est-à-dire qu'on a examiné des patients, on a pris un goniomètre digital, on a pris un sensorimètre, on a regardé les mains, et on a vu que les données que je viens de vous dire. Deuxième partie de l'étude, les résultats subjectifs. Les 62 patients, les téléphones. Donc là, on a une cohorte à peu près de 71 patients. Et là, finalement, avec notre technique sous anesthésie tronculaire, finalement, les patients, ils n'ont jamais souffert, à la différence de ce que vous pouvez retrouver dans les enquêtes auprès des techniques rhumatologiques. C'est-à-dire que le patient, il n'est pas assis sur une table, on ne lui met pas une petite injection et on ne tire pas comme ça. On fait une anesthésie tronculaire et on va faire de la micro-incision ou de la micro-fragmentation, et finalement, la quasi-totalité des gens n'ont pas eu mal. Et c'est probablement pour cette raison que les gens, je dirais, gardent un bon souvenir et transportent cette idée que cette intervention, que parfois ils appellent la technique au laser, leur permet d'avoir un résultat fabuleux et de ne pas avoir mal. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs mains au bout de 5 ans? Bien évidemment, ils avaient pris 5 ans de plus. Eh bien, beaucoup pouvaient tout faire, mais j'ai été frappé quand même par le manque de dextérité. Est-ce qu'ils avaient d'autres problèmes de lésions dégénératives à côté? Est-ce qu'ils avaient un canal carpien? Est-ce qu'ils avaient des problèmes cervicaux? Toujours est-il que c'est un petit peu la pondération. Après, on a recherché si ces sentiments subjectifs, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment apprécié l'intervention et le contexte, est-ce que par rapport, si vous voulez, à leur flessum, ils avaient encore une satisfaction globale? Alors on voit que finalement, malgré, je dirais, un peu de gain sur l'ensemble de la cohorte, ils sont satisfaits. TS, c'est très satisfait, et M, c'est mécontent. On a l'impression que, parce qu'on s'est occupé un peu de ces patients-là, qu'ils n'ont pas eu mal, on a un peu stabilisé leur maladie, on ne l'a pas guéri, mais ils sont toujours contents. Ça, je dirais, ça c'est quand même intéressant, parce que c'est une épuration statistique assez drastique. Et bien évidemment, comme ils sont contents, eh bien, ils recommenceraient. Vous voyez que même avec un gain très modeste, eh bien, ils seraient prêts à recommencer la même technique de l'aiguille. Et c'est ce qui nous ont confirmé, si vous voulez, avec ce taux de 81% de patients très satisfaits et satisfaits qui recommenceraient à l'évidence cette intervention. Ah, attention, il y a le feu, il y a un antivirus là. Il est mort. L'aiguille a coupé le câble. Voilà.
Troisième partie de notre travail, après les résultats objectifs, les résultats subjectifs par l'interrogatoire et l'enquête téléphonique, on a essayé de voir, en faisant travailler les ordinateurs, s'il y avait des critères qui influençaient le résultat. Finalement, il n'y a que le siège du FLESOM qui influence le résultat. C'est-à-dire qu'on va avoir 61% lorsqu'on a une EMP et simplement 19% dans l'IPP. C'est des choses qu'on savait par la chirurgie, je dirais, classique. C'est-à-dire qu'on s'occupe des MP, on aura un bon résultat et finalement, ça va durer. Alors que l'IPP reste une articulation un petit peu redoutable. Est-ce que la gravité du FLESOM interfère sur le résultat final? C'est-à-dire est-ce que finalement, plus on avait du FLESOM en préopératoire, plus on avait un mauvais résultat, entre guillemets? Eh bien non, ça ne ressort pas des statistiques. On nous a dit que le 5e rayon était une catastrophe. Ce n'est pas ressorti de nos statistiques. Probablement, le 5e rayon a plus mauvaise, je dirais, réputation par le fait que l'atteinte de l'IPP est plus fréquente sur le 5e. C'est probablement ce biais, parce que statistiquement, on n'a pas pu le montrer alors qu'on avait une bonne cohorte sur le 5e. L'âge du patient, eh bien, on a vu que ça ne sortait pas. Je vous ai montré la courbe, mais il y a quand même une tendance. On est proche du 0,05. Et puis, la grande question, c'est qu'on était 3 seniors à faire cette technique au bloc opératoire, mais on faisait tous un petit peu différemment, et en particulier, on ne prenait pas la même aiguille. Les rhumatologues prennent les gauges 25, c'est-à-dire les plus petites. Et puis, personnellement, moi, je prenais des outils un peu plus gros, l'aiguille dite de 19. Et puis, parfois, je vous ai mis le 21 parce qu'on le voit dans certaines publications. Eh bien, statistiquement, il n'y a pas de différence que vous preniez une grosse ou une petite aiguille, que vous fassiez une fragmentation comme le faisaient les gens, nos prédécesseurs avec des fasciotopes, ou si vous faites, je dirais, la machine à coudre comme le font l'école de Lariboisière, eh bien, on a les mêmes résultats. Quels sont les critères qui ont pu influencer la satisfaction du patient? La douleur post-opératoire, même les gens, les quelques patients, les dizaines de patients qui avaient souffert, ils étaient satisfaits. Ceux qui avaient été repris, les 20 patients qui avaient été repris, finalement, ils étaient satisfaits. Et de façon, je dirais, très étonnante, ceux qui avaient une complication neurologique, ils étaient encore satisfaits. Donc, vous voyez, on peut se poser beaucoup de questions. Par contre, dans la satisfaction, l'âge, là, intervient, c'est statistiquement valable. C'est probablement lié au fait qu'on demande de moins en moins de choses plus on avance en âge et on se contente d'une main à partir du moment où elle ne fait pas trop mal, même si on ne peut pas mettre parfaitement ses gants. Alors, la discussion. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, et c'est ce qui vous intéresse en tant que chirurgien, c'est qu'il y a une efficacité à court terme. Tout le monde l'a constaté, tout le monde l'a dit, et maintenant tout le monde l'écrit. Badois, l'équipe de Lariboisière, avec des critères, 80% de FLESOM de moins de 45 degrés sur 138 patients. L'étude de Bleton qui prenait comme, je dirais, résultat une correction de plus de 50% de la rétraction sur 61, dans 61%. Fouché qui avait 76% de gain moyen, a rapproché, je dirais, cette étude hollandaise qui est très intéressante d'Annette van Riesen en 2006, qui continue de travailler sur le sujet et qui a pratiquement les chiffres de Fouché, 77%. Et puis une statistique récente sur 1000 doigts de PES en 2012 qui vient de sortir, avec à court terme 98% d'extension complète de l'AMP et 2 fois moins pratiquement sur les IPP, ce qui confirme nos résultats. Donc, premièrement, efficacité à court terme. Deuxièmement, les complications. Toutes les séries ont des complications cutanées. Il ne faut pas s'en effrayer. Il faut essayer de traiter avec, si vous voulez, cette technique. Ça fait des mini-doigts ouverts ou des mini-paumes ouvertes. Mais Eaton, dans un article de 2011, qui donne des préconisations dans le traitement de la maladie du Dupuytren, dit que pour lui, il contre-indique le traitement à l'aiguille dès qu'il y a des adhérences. Et je pense qu'il faut le suivre dans cette voie. En ce qui concerne les tendons, on l'a dit, c'est une faute technique. On n'a pas le droit, je dirais, de couper un tendon, même avec une aiguille, lorsqu'on s'occupe de maladie du Dupuytren. En ce qui concerne les complications nerveuses, eh bien là, je pense que les revues qui sont faites, je dirais, minorent, parce que on voit bien que dans d'autres statistiques et lorsqu'on croise un certain nombre de choses, on voit bien qu'on est quand même au-delà de 2%. Nous, on en a beaucoup. D'une part, parce que le regard était très acéré,
mais également parce qu'on fait une technique sous anesthésie tronculaire. Et donc, on n'a pas, si vous voulez, l'alerte du contact du nerf collatéral avec l'aiguille. C'est probablement une des raisons. Mais tous les auteurs aussi disent que ces troubles neurologiques et vasculaires sont en partie liés à l'extension brutale d'un doigt qui était depuis des années en flexion. Donc, si vous voulez, l'histoire du nerf, il faut bien évidemment regarder, mais là encore, on n'a pas eu, si vous voulez, de récrimination des patients, et ça a été quand même une surprise. Troisième temps de la discussion, on a vu que la technique, elle était différente, mais il n'y avait pas de réelle différence significative. Et l'élément que je voudrais vous apporter, c'est l'injection de corticoïdes. Et dans une étude récente de Macmillan de 2012, eh bien, on s'aperçoit que sur une étude randomisée, on a à 6 mois 20% de meilleurs résultats si on ajoute à la technique percutanée à l'aiguille une injection de triamcinolone. Eaton reprend également cette préconisation et je vous rappelle que les rhumatologues et la technique classique de Lariboisière, c'est une injection de prednisolone et que Fouché ne mettait aucun corticoïde. Alors, le dernier temps de la discussion qui me paraît le plus important pour cet après-midi, c'est que dire que cette technique d'aponeurotomie à l'aiguille, c'est 100% de récidive si l'on prend les critères de Caroline Leclerc et de M. Tubiana. Alors, d'autres auteurs ont pris d'autres critères. PES dit c'est lorsque j'ai perdu 20 degrés de ma récupération à 3 ans, eh bien, j'ai 80% dans les MP et 67% dans les MP. C'est son critère. On revoit bien cette différence entre MP et IPP. La hollandaise, elle prend 30 degrés de perte. Et Fouché, pour mémoire, trouvait qu'à 3 ans, il y avait 58% de récidive. Ce qui me paraît plus important, moi, c'est la demande du patient d'une réintervention. Même si on voit qu'on peut reprendre, j'irai la récidive par une nouvelle technique à l'aiguille, en tant que chirurgien, c'est de dire est-ce que je repère mon patient très tôt ou est-ce que je ne le repère pas très tôt? Eh bien, quelle est cette durée qu'on pourrait dire d'accalmie? Eh bien, pour 5 ans, on l'a vu, c'était 22% de reprise. On a conservé, si vous voulez, le suivi de ces patients, bien évidemment avec les difficultés des décès et des perdus de vue. Vous voyez qu'à 10 ans, il y en avait 37% qui avaient récidivé et qu'à 18 ans, il y en avait la moitié qui avaient récidivé. Et on retrouve un petit peu les chiffres des 22% qu'on avait à 5 ans, avec ceux de Fouché, 19%, ou la hollandaise, 28%, à peu près à plus de 3 ans. Et je vous rappelle que Fouché, dans un autre article sur des techniques de peau ouverte, avait montré qu'à 5 ans, il avait 23% de réintervention. Alors, conclusion, ce que je veux dire, technique utile ou dangereuse, quel était mon propos? C'est une technique utile à l'évidence pour les métacarpophalangiennes, parce qu'il y en a presque la moitié qui reste en extension à 5 ans, que le gain moyen va être à peu près de 45%, la moitié, il faut dire aux patients, on gagnera que la moitié, vous avez 100 degrés, vous aurez peut-être 45 ou 50 degrés, mais quel que soit le rayon, quel que soit le stade et quel que soit l'âge, eh bien vous aurez ce résultat et que finalement cette technique, elle est peu dangereuse. Par contre, cette technique, elle est inutile pour les interphalangiennes proximales, je pense que là, tout le monde est d'accord là-dessus. Que cette technique, elle donne des récidives, c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre aux patients que vous allez leur faire quelque chose qui, de toute façon, va récidiver. Donc, c'est vraiment une discussion, information qu'il y a avec les patients et ce taux de réintervention dont je vous ai dit qui doit quand même nous préoccuper et nous dire que finalement, on n'a peut-être encore rien compris à la maladie du Dupuytren. Merci beaucoup. Merci Guy Rimbaud.